Cordial bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver sur ce format puisque ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. C'était un petit peu avec la force des choses depuis Angoulême, puis j'ai enchaîné avec pas mal d'interviews, mais voilà, on retrouve le haul achat manga, comme d'habitude les séries que je suis et celles que je découvre. Je vous rajoute des petits bonus avec les petites connexions et trépidations que j'ai vécues au travers de 2 tomes. C'est parti! Alors dans les séries que je suis, toujours chères à mon cœur, chez Les Arts Noirs, Couteau et Piment Vert, toujours de très jolis covers. Donc sur ce couple un petit peu disparate de cette héritière d'un restaurant traditionnel et un héritier d'une chaîne d'hôtels, ça se passe en 1951 après la guerre et on aime beaucoup voir comment ils s'ajustent l'un l'autre, les pressions familiales, la façon dont les femmes sont considérées à l'époque au Japon et aussi comment sont considérés les jeunes derniers. Voilà, c'est pas facile. Je pense que les aînés ont plus les coups des franches que les plus jeunes pour faire leur place dans la société, dans leur famille. Donc c'est intéressant à observer. Puis bien sûr de très jolies et très appétissantes recettes traditionnelles que nous concocte Ishika, notre héroïne. Donc voilà, on est toujours avec une tante qu'on a envie d'envoyer valser parce qu'elle se mêle de ce qui ne la regarde pas. Mais le petit couple tient bon et se serre les coudes, c'est charmant. On retrouve aussi d'anciennes connaissances qui reviennent. Donc on est au tome 5, c'est écrit par Yuki Isoya et bien sûr dessiné par elle. Au Lézard Noir, je ne sais pas combien de tomes il va y avoir en tout. Je tablerai sur une dizaine comme ça à la louche. Donc Couteau et Piment Vert, je continue toujours avec grand plaisir. Ensuite, toujours une série romantique que j'apprécie, qui est de plus en plus mise en avant et ça me fait très plaisir. On parle bien sûr du savoir-faire japonais. Je veux vous parler de The Blue Flowers and the Ceramic Forest. Toujours de très jolies couvertures avec nos deux héros Aoko et Tatsuki qui certainement avancent l'un vers l'autre encore un petit peu plus. On garde quand même à l'idée la base du manga, c'est-à-dire le savoir-faire dans la céramique de leur atelier. Une petite Aoko toujours aussi gourmande et qui prend la vie simplement. Voilà, on commence à vivre ensemble, à s'ajuster, c'est tout à fait charmant. Voilà, il y avait un grand projet en cours, on va voir comment ça se dessine tout ça. Toujours un trait très sobre de Yuki Kodama, donc c'est chez Mangetsu, tome 7, The Blue Flowers and the Ceramic Forest. Je sais que ça se finit en 10 tomes, donc on se rapproche doucement de l'issue de cette romance un petit peu atypique. Ensuite, une série que j'ai découvert récemment chez Naban, une série un petit peu fantastique. Je crois qu'elle se finit effectivement en 5 tomes. Je veux parler des Fleurs du passé, très jolie couverture. C'est dessiné par Haruka Kawachi et c'est l'histoire d'une fleuriste qui perd son mari. Elle embauche un jeune homme qui en fait l'adore. Il lui tournait un petit peu autour, il achetait des fleurs chez elle et donc il se fait embaucher à mi-temps et en fait il se retrouve avec le mari décédé au milieu puisqu'il est un fantôme et il y a bien sûr des aventures qui ont lieu, des quiproquos. Donc c'est un trait sobre mais charmant et voilà, j'ai découvert cette petite série qui me plaît bien, un petit peu fantastique.
voilà, ça se laisse lire tranquillement. C'est un petit slice of life, mais un petit peu d'outre-tombe. Le dessin est tout à fait fin et agréable. En fait, il sert très bien cette petite histoire. Notre petite fleuriste, eh bien, Roca, elle est très émouvante, et on a notre principal prétendant, Azuki, qui il va lui arriver des aventures, mais il reste quand même relativement nonchalant, c'est quand même une force chez lui. Donc de très jolies couvertures fleuries, bien évidemment. Les fleurs du passé, tome 2, on avance, ça va sortir assez rapidement chez Naban pour finaliser en tome 5. Et puis là on revient à mes grands classiques. J'ai pris la suite bien évidemment de Toilet Bone Hanako-kun. On est au tome 21. Mon Dieu, je ne vais plus avoir de place dans ma mangathèque. Toujours bien coloré et bien sympathique. Hop, voilà, j'aime toujours beaucoup le design. Je sais pas trop ce qui va leur arriver. Il faudrait que je me replonge un petit peu dans leurs aventures. Ça fait un petit moment pour le coup que je n'ai pas lu la série. En général, je ne sais pas comment vous faites vous, mais moi j'ai tendance à relire le tome précédent pour quand même me remettre les choses fraîchement dans la tête. En tout cas, le dessin ne change pas, il est fidèle. On n'est pas perturbé et ça bouge toujours autant, j'ai l'impression. Néné donne de sa personne, il semblerait. Donc voilà, donc ça c'est le tome 21 de la série principale, et j'ai investi, j'avais déjà le tome 1 et puis je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux, donc j'ai pris les tomes 2 et 0 de After School Hanako-kun, donc des petites histoires parallèles. Je sais pas trop dans quel sens c'est un spin-off, je sais pas où il se situe ce spin-off, mais enfin à mon avis c'est distrayant de toute façon, on passera un bon moment quoi qu'il arrive. Donc voilà, peut-être que je vous ferai un spécial spin-off Hanako-kun, parce que là on en a déjà au moins 3, donc si ça vous tente, n'hésitez pas. Si vous voulez qu'on aborde Hanako-kun de façon spéciale, n'hésitez pas non plus. Si vous voulez vraiment un titre en particulier, c'est quelque chose que j'ai abandonné depuis un petit moment parce qu'il semblerait que vous appréciez plus les thématiques, mais c'est tout à fait envisageable. Si vraiment vous êtes assez nombreux à me le demander, je le referai avec grand plaisir de faire un focus sur un titre en particulier. Et puis alors là, un titre qui est cher à mon cœur, que j'adore, un auteur dont vous allez encore entendre parler sous un autre format. Je veux bien évidemment parler de Earthgear. J'adore. Je crois que j'en avais parlé sur ma vidéo sur les robots. Donc on retrouve Chrome et Rouet qui sont en chemin pour Evenland, mais avec deux factions différentes, une qui les protège et une qui veut les massacrer. Toujours des dessins et des scènes époustouflantes. Je me régale, j'adore Chrome, j'en suis fana, il est super mimi, il fait celui qui ne ressent rien, mais en fait il a un cœur grand comme ça. Et puis Rouet bien sûr, avec des personnages ambivalents. Donc, et puis on va découvrir de nouveaux personnages, on va en retrouver d'autres. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Moi ce que j'aime bien aussi, c'est les petits interchapitres qu'il écrit. Je veux parler de Tsuyoshi Takaki bien sûr, souvent plein d'humour, ou alors carrément des dissertations sur le transhumanisme, donc vraiment j'apprécie énormément. Regardez-moi cette beauté, ça c'est Chrome quand il est super transformé, il est juste somptueux. Voilà, je vais pas tout vous dire, mais pour ceux qui connaissent, eh bien voilà, vous savez. Pour ceux qui connaissent pas, Chrome et Rouet, qui est la dernière humaine de l'humanité, essayent de reconstituer le père adoptif de Rouet, qui était un robot, et donc ils vont à Evenland pour ça.
Je vous disais que Tsuyoshi Takaki était sur le devant de la scène puisque son autre titre, Black Torch, qui parle des Mononoke, le super duo Jiru bon, bref, le chat, eh bien, est créé en animé. Il va arriver en animé et je suis super impatiente de le découvrir. J'aimerais et j'adorerais que Earth Gear soit aussi adapté en animé. Il y a franchement de quoi faire, des choses vraiment, des robots juste hallucinants. Regardez le travail de fond. Je chroniquais et ça m'arrive rarement, je critiquais un manga suisse récemment. Il n'y avait quasiment pas de fond, de trame de fond, et quand vous voyez ça, bah, on se dit que c'est un level nettement supérieur. Donc voilà, il mérite un public à la hauteur de sa qualité, vraiment, et je vous invite à découvrir ce super titre. Ceci étant dit, je continue. Donc on a commencé, on était donc avec Couteau et piment vert, c'était, je vais y arriver, Lézard noir. The Blue Flowers, c'était Mangesu, on était avec Naban. On est passé par Pika et maintenant j'arrive à toute une série de Kiyun parce que pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis Kiyun in Love. Oui, Kiyun in Love. Et donc nous poursuivons avec le Palais des Assassins et sa Karine. Charmante Karine, vraiment adorable et attachante malgré son statut de tueuse invétérée. Elle fait une rencontre qui va changer sa vie, pas loin. C'est une rencontre importante et voilà, et bien sûr il va y avoir des histoires parallèles, mais vraiment on se régale, on ne s'ennuie pas une seule seconde à ses côtés. Le trait est magnifique, franchement vraiment j'apprécie ce titre qui n'a rien à voir au passage avec les carnets de l'apothicaire. Oui, c'est dans la Chine impériale, mais bon, hein, il y a plusieurs Chines impériales. J'ai quand même souligné qu'effectivement il ne faudrait pas trop proposer de titres comme ça, puisque nous avons également en Chine impériale, on a les carnets de l'apothicaire, on a le palais des assassins, la servante, le remède impérial. Et un dernier, je vais vous le mettre là. Enfin voilà, c'est vrai qu'il y a de quoi s'en mêler les pinceaux. C'est de Tabasa Iori, c'est un super titre, vraiment très distrayant et qualitatif. Nous enchaînons avec une autre excellente mangaka, la mangaka Daruma Matsura, qui fait sa danse du soleil et de la lune, tome 7. Voilà, j'avais dit tome 5 pour le Palais des Assassins. C'est tout à fait étonnant cette façon de dessiner. Ça peut être magnifique comme ça peut être un peu repoussant, mais j'adore ce titre. Il est fantastique. C'est vraiment c'est l'histoire des yokai, hein. C'est un samouraï, je sais pas, de l'époque Edo, qui a une malédiction. Il ne peut pas approcher le fer, tout le métal, enfin tout ce que vous voulez, donc il ne peut pas utiliser un katana, et donc il est la risée de tous, et c'est le drame absolu pour cet homme-là, puisque pour l'honneur, hein, avant tout, et donc dans un geste de désespoir, il essaye de se noyer, et une jeune femme le sauve, et lui demande de l'épouser, et c'est une jeune femme juste splendide, mais pas une simple jeune femme, et il leur arrive plein d'aventures rocambolesques et surnaturelles, on va dire. Ils font plein de rencontres chaud patate, et le dessin est magnifique quand même. Ça dépend des fois, mais vraiment ça me plaît. C'est un titre auquel je suis attachée et auquel je suis fidèle. Donc là, Kosuke, notre héros, part à la recherche de son épouse qui a été enlevée par des Mononoke, et
voilà, évidemment, il va se révéler dans cette aventure. C'est presque, si c'était pas une romance, ce serait aussi un shonen neketsu presque. Hein. Mais pour un homme d'un âge certain, ça change des jeunes héros de 17 ans. Et nous finissons chez Kiyun avec une masterpiece, une merveille, un truc. Vous lisez ce livre, vous décortiquez, vous regardez à la loupe, c'est une merveille et surtout un lore d'une richesse extraordinaire. Je veux bien évidemment parler du Magus of the Library de Mitsu Izumi. Cette merveille, regardez chaque couverture, c'est ça et c'est ça d'épaisseur, ce travail. Mais j'adore et on suit Shio, qui est donc un métis humain elfe qui a eu quelques difficultés dans son enfance et qui a réalisé son rêve d'être Kahuna, c'est-à-dire bibliothécaire à la grande bibliothèque d'Afshak, qui est la grande capitale. Il leur arrive plein d'aventures, beaucoup d'embroglios politico-magiques, et lui il est pris au milieu de tout ça avec ses collègues, ses jeunes étudiants. Et franchement, c'est passionnant à suivre. C'est vraiment, je dirais que c'est un équivalent de Beastars au niveau dystopique. C'est-à-dire que le lore est hyper riche. Il faudrait que je vous retrouve, voilà, un exemple. Vous voyez, par exemple, là, elle nous fait tout un... chaque région, chaque ville, et il y a eu une recherche, une invention dans le détail. C'est très poussé au niveau du lore. Les détails sont juste splendides. Là, vraiment, c'est pareil. Il y a un boulot de dingue au niveau du dessin. Et c'est une aventure extraordinaire. Les personnages sont attachants. Vraiment, il mérite encore aussi plus d'exposition qu'il n'en a. C'est extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire. Donc, si vous ne connaissez pas encore, sautez sur ce titre, Magus of the Library. On est au 8e tome. Je vais donc enchaîner avec les nouveautés. Alors, nous partirons vers la musique, mais une musique torturée, puisque je me suis laissé faire aux éditions Moonlight, donc Delcourt Tonkam, Rhapsody in Red de Amida Muku. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu passer. C'est un jeune homme qui est un lycéen, qui n'arrête pas de se battre et qui rencontre un pianiste de génie et s'exprime par la musique. Et je crois que c'est très intense. De ceux qui l'ont lu, ils m'ont dit, mais ils ont été pris au trip. Hein. Déjà, première page, c'est quelque chose. Quelque chose un petit peu comme Beck. Blue Giant. Pareil, au niveau de l'intensité qui est retranscrite dans le dessin de la musique. Voilà, ça c'est sa rencontre. Le dessin est sympa et puis on voit ces problèmes voilà, d'incompris. Laissez-moi jouer du piano, dit-il plein de sang. Et ben écoutez, pourquoi pas. En tout cas, je vais découvrir ce titre. J'espère que ce sera une bonne surprise, mais je pense que oui, parce que j'ai eu de bons retours, vraiment une approche qui semblerait originale. Donc c'est chez Delcourt Tonkam, édition Moonlight. Oui, il n'y en aura pas beaucoup des nouveautés cette fois-ci parce que dans une autre vidéo que je vais vous proposer, j'ai fait des achats d'occasion pour continuer mes séries en cours. J'ai fait aussi des découvertes, et donc je vais vous les partager. Alors en nouveauté neuve, je n'ai que ces deux titres, donc Rhapsody in Red et Magister, l'école à l'hôpital. J'ai pris ce titre de façon délibérée parce que c'est une optique, voilà, je voulais vous proposer quelque chose, mais vous verrez ça un petit peu plus tard, je vous laisse découvrir. En tout cas, c'est l'histoire d'une
professeure traditionnelle, enseignante, qui va faire l'école à l'hôpital pour des enfants qui sont en soins longue durée. Et bon, bah, pour une initiative qui se veut bienveillante, ben en fait elle va être plongée au cœur des turpitudes et des douleurs de ces enfants et voir que ce n'est pas si simple, même si on a envie, et bien entre réalité et puis ce qu'on imagine, il y a un énorme décalage. Elle va être soutenue par un autre professeur chevronné. Et donc on découvre tout ça. Il semblerait que ce soit un one-shot. Et cette thématique de l'hôpital, du médical est tout à fait intéressante. Voilà, voilà. Donc je vais me plonger dans cette nouvelle lecture. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire. Et pour finir, comme je vous l'avais promis, j'ai 2 tomes un peu particuliers qui font aussi partie, alors l'un de mes séries que je suis, l'autre de nouveautés. Je veux parler d'abord de Oshinoko, 4e tome, et certains me diront mais pourquoi elle est comme ça notre petite Ai, je la voyais pas comme ça sur le 14e tome. Ben oui, vous avez tout à fait raison, parce que normalement le 14e tome est comme ça, et en fait c'est la cover proposée par Canal BD et je trouve ça très sympa. Ils en font de plus en plus. La dernière fois c'était les carnets de l'apothicaire et je trouve ça super sympa de nous proposer, et bien voilà, c'est vrai que c'est une façon de fidéliser sa clientèle, mais je trouve que c'est super sympa de nous proposer des couvertures exclusives. Donc là, 14e tome d'Oshinoko, on continue à suivre les jumeaux, à voir un petit peu comment ça se présente. Et bon, on verra comment ça se finalise tout ça. Mais bon, donc voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire. Et puis, ce dernier tome et titre dont je voulais vous parler, ça fait partie de mes crapahutages que j'ai eu récemment. Vous en avez peut-être vu la vidéo. C'était l'interview de Kore Yamazaki. Enfin, j'y suis allée à sa dédicace, puis j'ai fait une interview audio et donc retranscrite à l'écrit sur gokuraku.fr, puisque la mangaka ne voulait pas être filmée. Et une super rencontre néanmoins. Pour essayer de pallier à ça, j'ai interviewé tous les fans qui le souhaitaient à l'issue de la dédicace et tout le monde était dithyrambique et heureux, tout le monde avait la banane en sortant. Donc j'ai fait cette vidéo, les fans parlent de Kore Yamazaki. C'était pour ce nouveau titre, Ghost and Witch, qui se passe en Irlande. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Voilà, c'est l'histoire d'une jeune japonaise qui est hantée par un esprit serpent qui a pris naissance en Irlande, et donc elle décide d'aller jusqu'en Irlande pour se débarrasser de cette chose, et elle rencontre, donc elle s'appelle Saku, elle rencontre une sorcière qui s'y connaît très très bien, mais qui va pas se laisser faire et qui va lui proposer un marché. Parce que sinon, Saku, elle est super violente à cause de cet esprit serpent. Et du coup, elle se transforme de plus en plus en serpent. Donc, c'est vrai que c'est un tome introductif. Souvent, Kore Yamazaki n'est pas très comment dire... sympa avec ses héroïnes, mais voilà, on retrouve le plaisir de découvrir le folklore local, puisque Kore Yamazaki est folle de folklore. On l'avait vu dans The Ancient Magus Bride, et donc là c'est un folklore spécifiquement irlandais. On va découvrir le puka, qui est donc pas un kelpie, mais un cheval qui est donc dévoreur d'humains et autres. On voit aussi des lapins super flippants. Voilà, par exemple. On voit... tac, tac, tac. Il y a de très belles images. Je vais essayer de vous en trouver 2-3. Donc oui, voilà.
on est encore un petit peu dans cette ambiance sombre, fantastique, mais moi ça me plaît bien, c'est vraiment Korei Yamazaki dans toute sa splendeur, et on se régale. Donc je voulais vous montrer la dédicace bien évidemment qu'elle m'avait faite. Voilà, et c'était très sympa parce que ce n'était pas qu'une signature, on avait le choix de choisir entre les trois je vais y arriver, je vais y aller moins vite, les trois personnages principaux du manga, et j'ai choisi Saku. C'était vraiment sympa de sa part de les dessiner à chaque fois. Donc voilà, c'était pour vous dire, on a eu droit aussi à un shikishi et des petits pins. Donc Komiku avait fait les choses sympas, en grand, avec aussi un petit marque-page. Donc hâte de découvrir la suite de ce nouveau titre. Et puis bien évidemment, en parallèle, nous continuons The Angus Magus Bride. Je vais y arriver. The Enchant Magus Bride, je me confonds avec l'autre. Le tome 21 qui continue gentiment, doucement mais sûrement. Voilà, voilà. On en a fini pour ce haul achat manga, ça y est. Bien, ma foi, si vous avez des titres qui sont en commun avec moi, n'hésitez pas à le faire remarquer en commentaire, n'hésitez pas à réagir en commentaire. N'hésitez pas non plus à, je vous le dis pas très souvent parce que j'aime pas trop ça, mais c'est vrai que si vous pouvez me laisser des likes ou des commentaires, surtout des commentaires, déjà parce que j'aime ça, j'aime interagir avec vous, et puis évidemment ça aide au référencement. Donc voilà, si vous avez des demandes, si vous avez des envies, cette chaîne c'est aussi la vôtre, donc n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Je vous dis à très bientôt, et sans doute pour ce haul achat manga de l'occasion que je vais vous présenter juste après celui-là. Cordialement vôtre!